Bonjour Charlotte. Salut, bonjour. C'est le matin, c'est difficile, on est d'accord. Alors, pour la caméra et puis pour ActuSF, ce matin, on va parler de Charlotte Bousquet, une autrice reconnue dans le milieu maintenant, depuis un bon moment, avec autant en science-fiction, fantasy, fantastique, que aussi en littérature contemporaine, avec certains de tes romans et certains de tes, surtout romans graphiques de chez Gulfstream, qui sont quand même bien connus, surtout des milieux scolaires, on va dire. Allez Charlotte, tu te présentes un peu, tiens. D'où viens-tu ? Je viens de Paris. Je suis parisienne. à Paris, j'habite en Seine-Saint-Denis. Voilà, et alors en plus sérieux, je suis donc effectivement autrice, scénariste, directrice de collection dans une maison d'édition qui s'appelle Lynx. J'ai fait des études de philosophie et voilà, et sinon j'ai écrit une quarantaine d'ouvrages pour adolescents et adultes dans des genres effectivement très différents. Historique, contemporain, fantasy, fantastique, dystopie, bande dessinée et même un documentaire. On a de quoi faire. J'aimerais en premier que tu me parles du roman que tu as eu le plus de facilité à écrire. Celui qui t'a vraiment, il a coulé comme de l'eau. Alors, il y en a eu plusieurs, mais dans ceux qui sont ici, c'est Celle qui venait des plaines, qui est un roman qui... en fait, donc se passe à la fin du 19e siècle aux États-Unis, et qui met en scène une métisse amérindienne, Wainona, et qu'on va suivre sur de ses 6-7 ans, au moment où elle est emmenée dans un pensionnat catholique, puisque à l'époque les Amérindiens étaient, à l'époque ça a duré jusque dans les années 90, étaient arrachés à leur famille, on les christianisait de force, on les éduquait de force de manière... c'était juste absolument abominable. En fait, c'est ce qu'on appelle un génocide culturel. Donc on va suivre cet enfant, puis cette jeune fille, puis cette femme, donc à travers son existence, son émancipation, le fait qu'elle soit finalement à sa place, ni chez les Blancs, ni chez les Amérindiens, et la manière dont elle va vraiment réussir à se construire. C'est un roman que j'ai mis du temps à écrire, non pas parce que effectivement j'avais des difficultés comme ça a pu être le cas avec d'autres, mais parce que j'arrivais pas à me détacher de mon personnage. Je me sentais très très bien avec Wainona, j'ai aimé écrire son évolution, j'ai aimé écrire sur cette période des États-Unis, aux États-Unis, même si c'est une période très dure, hein, c'est vraiment la fin de l'Ouest, la fin des Amérindiens, c'est la fin des légendes en fait, et puis le début de l'industrialisation, et en même temps c'est encore un immense espace de liberté. Et du coup, donc, j'ai rendu ce roman avec 2 mois de retard à mon éditrice parce que j'arrivais pas à écrire à la fin, je ne voulais pas écrire à la fin. Trop attaché à une Et le roman qui t'a posé le plus de difficultés, lui ? Et il n'est pas ici. Tu peux nous en parler quand même. Mais je peux en parler tout à fait. C'est toujours dans la même collection, Là où tombent les anges, que j'ai écrit donc, en 2014. En fait, Là où tombent les anges, c'est un roman historique qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, entre 1912 et 1920 à Paris. C'est un roman choral, c'est un roman épistolaire, mais pas seulement, et c'est une chronique aussi, une chronique de guerre, une chronique de femme. Quand j'ai commencé à écrire ce roman, on va dire que j'étais beaucoup moins... je peux pas dire que je sois hyper sûre de moi, mais peut-être encore, à l'époque encore moins. Et en fait, je voyais autour de moi des auteurs et autrices qui avaient eu beaucoup de succès, et je me disais, mais moi je m'en sortirai jamais. Et j'avais discuté avec un éditeur qui m'avait dit, de toute façon tout ce que tu fais c'est des trucs totalement intello, ce qui marche maintenant c'est un roman simple, écrit à la première personne, et puis donc est-ce que tu mets des citations au milieu des romans et ce genre de choses. Donc effectivement j'écris ce roman Là où tombent les anges, qui est écrit à la 3e personne,
avec des bouts des plein de personnages, avec pas d'intrigue, parce qu'en fait c'est une chronique de guerre, donc enfin je veux dire qu'il n'y a pas de... c'est pas un thriller, c'est pas un page turner, il y a des citations, parce que je suis désolée, à Paris il y a beaucoup de culturel. Et arrivé presque à la moitié du roman, je me dis, en fait je suis en train de me planter complètement, j'envoie un mot à Paola Greco, mon éditrice, je dis écoute Paola, je pense que je vais te rendre ton lavalloir, et puis je vais arrêter, parce que là ça va pas du tout, et j'ai pas envie de planter la maison. Et Paola me dit, bah non, écoute, c'est un peu bizarre ton truc, envoie-moi donc ton texte. Je lui envoie le texte, toujours on est toujours fort dans la gueule, on était pas bien, en me disant bon je vais faire autre chose, il faut que tu trouves une formation. Donc, voilà, j'étais déjà en train de, ça m'arrive régulièrement de chercher des formations d'autres choses, mais là j'étais vraiment en pleine idée de reconversion de je sais pas quoi. Et 2 jours plus tard, il y a Paola qui me téléphone, qui me dit mais t'es complètement conne. Je dis pas quoi, elle me dit mais il est très bien ton bouquin, bah tu le finis. Donc voilà, ça a été, du coup je l'ai terminé. Je pense que jusqu'à la sortie, j'étais vraiment complètement flippée en me disant mais on prend tous un risque énorme et tout ça. Et en fait, force est de constater que écrire ce que je pensais juste, finalement, ça a fonctionné. Du coup, là où tombent les anges, c'est un roman qui marche bien, qui a du succès, qui sort en poche, enfin voilà. Mais et du coup, c'est vachement important. Enfin, ce que j'en ai tiré, c'est que c'est quand même hyper important de croire en soi-même et de rester sincère et d'écrire. Même si ça va pas être le best-seller du siècle, en tout cas d'écrire quelque chose qui est juste par rapport à nous-mêmes et à l'écriture. Je vais rebondir là-dessus, du coup. Tu mets beaucoup de toi dans les romans ou est-ce que tu as... Je sais qu'on a déjà parlé un peu à la médiathèque, mais ils n'étaient pas là, donc... au final, les personnages qui sont, comme on disait, très souvent et pratiquement exclusivement féminins, dans tes personnages principaux en tout cas. Après, c'est vrai qu'il y a des personnages secondaires masculins, ou autres d'ailleurs. Et tu mets toujours un peu de toi dans tes personnages, ou tu t'en détaches complètement ou, Alors en fait, peut-être parce que aussi j'ai une manière de... Je fais énormément de jeux de rôle, donc je pense que je me glisse complètement dans la peau des personnages, quels que soient les personnages. Alors effectivement, Winona, c'était trop bien, même si elles s'en prend plein la tête. Être Winona, ça a été génial. Mais c'est valable aussi, quand j'écris, je me mets dans la peau d'un antagoniste. J'essaie de comprendre quelles vont être ses motivations. Pourquoi pourquoi est-il si méchant? C'est pas juste Orangina, hein, c'est voilà. Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à être menteur, tricheur, violeur, tueur, juste minable, lâche, enfin voilà. Donc j'essaie vraiment de puiser à chaque fois, je pense aussi dans des parts sombres de moi, pour créer des personnages, pas forcément du coup sympathiques dans Chara. Le personnage, on va dire l'antagoniste principal, est un type qui est... dont l'âme est immortelle et son corps est mortel. Donc en fait, il vieillit, et en fait, sauf qu'en fait, il meurt pas, donc il est obligé de faire des choses assez... il est obligé. En gros, il se tourne vers la magie noire, vers le sacrifice humain, enfin, le truc classique, mais parce que le type, il est complètement à la fois terrorisé par l'idée d'être complètement une vieille chose décrépite, genre un zombie sur pattes, mais ce qui est logique, je suis pas sûre que je sois prête à devenir un zombie sur pattes non plus. Et en même temps, Malik, il en veut à la terre entière. Et je pense que c'est en puisant aussi dans des choses que j'aime pas de moi, qui peuvent être effectivement peut-être la peur de vieillir ou la peur de la mort, pourquoi la vie est aussi injuste, alors qu'à côté tout va bien, mais il y a bien des moments où on est comme ça. J'arrive en tout cas à écrire un personnage, à mes yeux en tout cas complètement cohérent. Au niveau de Chara, justement, je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui aimeraient bien le prendre, parce que la couverture attire beaucoup l'œil, ouais. Moi aussi. Et tu pourrais nous parler un peu de l'histoire, un petit peu de qu'est-ce qui se passe dedans, ou en tout cas des personnages, etc. Alors, déjà la couverture, je vais remercier Mélanie Delon qui l'a faite. Voilà, la couverture est de Mélanie Delon et je pense qu'elle elle est vraiment magnifique. Alors Chara, c'est un monde au départ, c'est un univers qui est au croisement entre, je dirais, les mille et nuits, un petit bout d'Afrique
Enfin, quand je dis Afrique, en fait, ce serait plutôt le côté Afrique, peut-être Cameroun, mais dans un temps assez mythique, de pays berbères et d'États-Unis, donc en ce qui est de culture amérindienne. C'est une terre de légende. Donc quand je l'ai construit, en tout cas, c'était comme ça que je le voyais. C'est une terre extrêmement aride, extrêmement chaude, extrêmement inhospitalière. Et voilà, et on suit le destin de 3 personnages. Ti, alors, je l'ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça. Ti, qui est une nomade dont la tribu est réduite en esclavage. Ti arrive à s'échapper et en fait de toute façon c'est des cas d'identité. Ti va se rendre compte petit à petit qu'elle a des pouvoirs magiques. Elle ne sait absolument pas d'où ils viennent, mais c'est quelqu'un qui est capable d'endurer la faim, la soif sans aucun problème. Enfin, elle va quand même traverser le désert, je dirais pas les doigts dans le nez, mais quand même. Elle est capable de s'orienter via les étoiles, et c'est des choses dont elle n'était pas consciente avant. Donc ça va être vraiment la découverte de ses pouvoirs, et puis elle fait une rencontre qui va changer sa vie. Le deuxième personnage, qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus peut-être un classique chez moi, de quelqu'un une jeune fille qui est contrainte de subir un mariage forcé, et ça va être aussi son émancipation. Et aussi, c'est la seule qui n'ait pas de capacité magique. Et le troisième personnage, Arcane, est chaman, est androgyne, en fait, on dirait aujourd'hui, enfin androgyne dans le sens de ce que je me suis aussi appuyée sur le mythe de l'androgyne d'Aristophane. Aujourd'hui, on dirait intersexe. Donc c'est une personne qui est chamane et qui se retrouve mutilée et du coup obligée de devenir une femme. Et qui va essayer de se construire avec ça, en découvrant aussi des pouvoirs qui n'ont rien à voir, mais qui sont, avec ce Ti, mais qui sont liés à la déesse de la vie et de la mort. Donc c'est un livre qui est assez... pour moi, c'est assez difficile d'en parler, j'ai adoré l'écrire, mais s'il fait 2 tomes, c'est pas pour des prunes, c'est que je suis très bien dedans aussi, mais il est extrêmement lent. Et donc c'est des quêtes initiatiques et c'est 3 chemins qui se croisent avec effectivement un bout Malik qui est enfermé dans son corps vieillissant et qui cherche à tout prix à s'en échapper et à devenir un dieu, parce que tant qu'à faire, c'est vraiment quelqu'un d'assez mégalo, mal dans sa peau, mal dans sa tête, voilà. Et de l'autre côté, peut-être un autre immortel qui lui cherche à devenir humain. Donc c'est vraiment un récit sur les métamorphoses, métamorphoses psychologiques, métamorphoses physiques, quête d'identité, et je pense aussi quelque chose qui est probablement, je pense que c'est mon roman peut-être le plus spirituel, voilà, au sens initiatique du terme. Donc actuellement, tu travailles sur le 2e tome, si je comprends bien. Non, absolument pas. Le 2e tome sort en 2020. Donc je ne l'ai pas encore écrit, je l'écrirai l'année prochaine. J'ai à peu près l'histoire du 2e tome en tête, mais si c'est comme pour le premier, ça va encore partir n'importe où. Non, actuellement, je suis en train de travailler sur un roman pour ados, pour Rajo, et après j'ai 2 autres romans à écrire. Voilà. Production sur production. Produit Charlotte. Moi, j'aimerais bien que tu me parles de Sang de Lune aussi. Parce que quand il est sorti, il me faisait vachement de l'œil. Je me disais, pourquoi il parle. Sang de Lune. Alors, Sang de Lune est une dystopie. Ça se passe dans un univers souterrain. Et c'est un monde où les femmes n'ont aucun droit. Mais vraiment aucun, par celui de faire des enfants et de se faire répudier quand elles n'y arrivent pas. Les femmes sont considérées comme pécheresses, elles ont amené les ténèbres dans le monde, donc voilà, elles sont gentilles, elles la ferment, elles sont esclaves, et on les lapide. C'est un roman, en fait, que j'ai écrit... alors c'est vrai que ça peut évoquer aussi
la condition des femmes actuellement, certaines religions. Je me suis fondée pour tous les textes, parce qu'il y a quand même des lois, les lois d'Alta et les textes d'Alta sont fondés sur l'essai sur les femmes de Schopenhauer, qui est, je pense, un des textes les plus misogynes que j'ai jamais lus. Voilà. Donc, dans ce monde où les gens n'ont aucun droit, où les hommes, de toute façon, sont aussi conditionnés à une certaine violence, à partir du moment où on vous explique de toute façon ressentir est mal, les hommes n'ont pas le droit de quelque part. Enfin, j'ai fait que, j'ai envie de dire que rendre encore plus apparent les dérives de notre société patriarcale et sexiste. Donc les hommes n'ont aucun droit non plus, de toute façon. Ils n'ont pas le droit d'aimer, ils n'ont pas le droit de protéger leurs femmes, ils n'ont pas. Donc on va suivre le destin de Jia et de sa petite sœur. Jia qui est rebelle mais pas trop, parce qu'en même temps elle a été aussi conditionnée à penser qu'elle est impure, que de toute façon elle n'a pas le choix, et sa petite sœur Ariane qui a 12 ans, qui est une espèce de petite étincelle qui trouve que c'est totalement injuste ce qui se passe. Et de fil en aiguille, Jia, pour protéger sa petite sœur, va fuir. Donc on suit, en tout cas dans une partie du roman, leur périple et la découverte d'un autre possible et leur émancipation. Une quête de liberté. C'est ça. Dans un registre totalement différent, pour les plus petits, un peu, il y a celui-ci. C'est une trilogie, il me semble, c'est ça. C'est une course-poursuite pour moi, celui-là. T'en penses quoi? Que c'est assez juste, oui. Parce que on suit donc Lune, qui a 13 ans, et Lune, elle a un petit problème au départ. Alors Lune voit la vie en noir et blanc. Lune, c'est une jeune fille qui adore dessiner, qui adore les couleurs, et qui, elle a un truc mystérieux qui la arrange et qui fait qu'elle ne voit plus qu'en noir et blanc au début du livre, et puis on se rend compte qu'elle perd peu à peu ses autres sens. Je l'ai trouvé vraiment impressionnant, ce premier tome. Surtout, c'est quand même compliqué des fois d'écrire pour les plus jeunes. Et puis, il touche vraiment. Même pour les... à partir de 12-13 ans, il se lit sans problème, à mon avis. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, moi j'ai écrit dans une collection qui était 11-13 ans en me disant... Je me suis pas particulièrement... pour moi, ça va encore. Pour les jeunes ados, ça va. Ce que je sais pas faire, c'est pour les plus jeunes. Donc je me suis pas posé tant de questions que ça en me disant... Donc, si je vais trop loin dans certaines choses, mon éditrice me dira. Mais effectivement, il est lu je sais qu'il peut être lu par des gamins de 10 ans. Certains qui vont être très matures, mais sinon c'est effectivement 6e, 5e, à partir de 6e, 5e. Et après, tu écris aussi pour les adultes, parce que là, on a beaucoup parlé. Quoique Chara, c'est plutôt pour les adultes, non? Chara, c'est adulte. Ouais. C'est pas des thématiques de classiques. C'est adulte. Et on les a pas là, mais après, Charlotte écrit aussi, donc, ce que je disais, les romans graphiques du début. Ouais. Tu pourrais en parler un petit peu de ces romans? Alors, eux sont vraiment pour les ados. C'est une série qui s'appelle Les Graphiques, qui est sortie chez Gulfstream. Qui est né comment? En fait, Les Graphiques, à la base, donc c'est Stéphanie Rubini et moi, on se rencontre autour de l'abécédaire sur les femmes, donc du documentaire sur les femmes dont elle faisait les illustrations. Et on se dit, mais en fait, on s'entend super bien, ça serait trop bien si on travaillait ensemble. Et moi, j'avais une nouvelle qui s'appelait Rouge Tagada, que j'aimais beaucoup, qui était censée plus ou moins faire partie d'un recueil qui ne s'est pas fait parce que les conditions éditoriales ne convenaient pas. Et du coup, je lui envoie le texte en disant on peut peut-être en faire quelque chose. Et elle adore le texte. Elle commence à dessiner et puis on se dit on peut toujours en faire un album illustré. Et donc on le présente à Gulfstream Éditeur. Et donc Paola Greco, toujours la même, en éditrice. Et puis à l'époque, la directrice artistique Marie Bellard dit pourquoi vous ne faites pas de bande dessinée? Nous avec Stéphane, on se regarde, on n'en a jamais fait. Et Gulfstream qui nous dit nous non plus. Voilà, donc c'est comme ça la naissance des graphiques, c'est ça. Donc c'est à chaque fois donc, une même classe, la classe de 4e D, et on suit à chaque fois un bout d'histoire durant cette année-là d'un élève. Donc le premier, Rouge Tagada, c'est une amitié amoureuse entre deux filles. Morumor Mocoteur, qui est en gros celui qui tourne le plus dans les CDI, parle de harcèlement scolaire. Le troisième, Violet Blues, c'est aussi comment trouver sa place dans
dans une famille. Donc c'est un peu plus, celui-là est un peu plus ovni. Et le quatrième, Invisible, parle de suicide, qui est en fait une thématique qui nous touche de près avec Stéphanie, dont on souhaitait parler, mais pas dans mon humeur moqueteur, parce que ça aurait fait un peu plombant quand même. Et puis, on a fait donc, avec un autre illustrateur, Jean-Philippe Chabot, JP, deux romans graphiques qui se passent au lycée, Secret pour secret, qui parle d'IVG. Donc l'idée étant pas mon Dieu, est-ce que je le garde, mais comment je fais, parce que mes parents sont pas là et que là j'ai pas les clés, est-ce que je veux planning familial, est-ce que je veux voir, c'est plus ce côté-là. Et puis donc le deuxième et dernier, Barricade, qui parle d'une jeune fille transgenre, donc, qui était assignée garçon à la naissance, qui a fait sa transition, qui est en pleine transition avec le soutien de ses parents et la manière dont elle va gérer sa nouvelle vie dans sa classe de première. Donc c'est pas du genre d'imaginaire, mais c'est des thématiques très importantes et c'est très très bien abordé et c'est vrai que ça tourne bien dans les CDI, dans les collèges et les lycées. Et je suis très contente parce que hier j'ai fait des interventions, enfin non c'était avant-hier, des interventions en collège et en classe de 5e, ils avaient étudié Barricade, ils avaient lu Barricade, ils avaient plein de questions dessus et c'était vraiment extrêmement bienveillant et je trouve que ça a beaucoup changé en 5 ans, enfin depuis Rouge Tagada quand c'est sorti, donc c'était au moment du vote pour le mariage pour tous et du coup de la manif pour tous, et j'avais quand même les questions, c'était « Ah mais madame, pourquoi deux filles qui s'embrassent ?» Voilà, c'était un peu... Et ça n'est plus ce genre de réaction du tout quand on fait des interventions en milieu scolaire. Et là, vraiment, le fait que des ados s'intéressent à Barricade et disent « Mais de toute façon, on a, un, le droit d'aimer qui on veut, deux, c'est super important d'être bien dans son corps », je trouve que c'est génial. C'est très positif. Toi, tu as vraiment vu une évolution dans les mentalités des jeunes. Oui. Et beaucoup plus rapide, quelque part, que ce qu'on pourrait penser. Et en général, je trouve que c'est... Alors, il va toujours avoir quelques-uns qui sont un peu, on va dire, complètement bloqués. Mais dans l'ensemble, c'est extrêmement rapide. Ça a été, j'ai l'impression, aussi très libérateur. Et pour moi, ça va être plus les adultes qui ont peur de choquer, alors que bon, globalement, la loi mariage pour tous existe depuis quand même 2013. Donc voilà, ça devrait être totalement intégré, mais c'est les adultes qui ont plus de réserve. Est-ce que c'est une part d'éducation, une part de... Je pense que c'est ça, ou une peur tout simplement qu'il y ait des parents qui disent que... Une peur du changement, une peur du regard de l'autre en fait. Peut-être, oui. Alors qu'eux n'ont plus ce genre de choses. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. C'est chouette. Je propose qu'on passe aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions à poser, Charlotte? N'hésitez pas. Oui. Oui, j'aurais une question par rapport à cette détail. Donc, il y a un axe historique assez précis. Donc, en fait, la question que je me pose, c'est comment se passe le travail de documentation par rapport à ce qui se passe dans le moment et essayer de coller justement à une certaine réalité historique ou pas d'ailleurs. Alors, il y a je dirais qu'au départ, le travail de documentation, donc moi je le fais sur la culture amérindienne depuis quelques années déjà. Ça va être des essais, ça va être des articles sur internet, ça va être pour tout ce qui est pensionnat amérindien, en fait, le Canada. Alors les États-Unis, je pense qu'on peut toujours attendre, hein, de toute façon avec l'administration de Trump, ça ne va pas s'arranger. Mais en gros, en 2014, le Canada a effectivement reconnu qu'il y avait eu un génocide et une acculturation forcée des Amérindiens, s'est excusé et vraiment a fait un travail de recensement, de recherche et des interviews de personnes qui ont été dans ces pensionnats. C'est juste triste à pleurer. Moi, ça m'a vraiment... je savais que ça existait parce que j'avais lu aussi Lakota Woman de Mary Crodog, mais c'est quelque chose qui est absolument abominable. C'est des gens qu'on arrache à eux-mêmes. Donc il y a eu cette partie-là qui était documentaire, il y a eu une partie qui était plus me plonger dans des westerns, avec le fait de se dire que ce que j'adorais quand j'étais gamine, genre la dernière séance, on faisait des films qui ne se revoient absolument pas. Mais voilà, il y a un travail d'imprégnation aussi au niveau de la littérature.
Il y a énormément de romans qui sont sortis, qui sont des romans, notamment dans la collection chez Gallmeister, des romans qui sont absolument merveilleux, comme Les Tireurs, comme, je ne sais plus, Homesman par exemple, qui ont donné lieu à des films, parce que c'est aussi un travail d'imprégnation. Et puis après, il y a le fait de pouvoir se détacher de tout ça pour écrire une fiction. Et à la base de tout, il y a quand même les Trois Mousquetaires. Parce que, en fait, dans le truc, c'est que notamment avec Fabien Clavel, on adore la réécriture de classiques. On avait participé à une collection pour ados qui faisait de la réécriture de classiques. Et moi, j'avais jamais lu les Trois Mousquetaires, je trouvais. Dans les films hollywoodiens des Trois Mousquetaires, il n'y avait pas de problème. Je n'avais jamais lu Dumas. Parce que, peut-être parce que le moment n'était pas venu, donc je commence tranquillement par le conte de Monte Cristo. Je me dis, c'est trop bien. Et je lis les Trois Mousquetaires, et là je l'ai vu pas du tout avec le côté hollywoodien émerveillé, mais j'ai vu en fait donc un sociopathe, Athos, D'Artagnan qui est un violeur, Porthos qui est un sale connard opportuniste, Aramis, ça va. Visiblement, pour moi c'était le seul qui était à peu près potable, et donc cette pauvre Milady qui est une fille qui essaye de s'en sortir, qui est enfermée de force dans un couvent, à une époque où de toute façon les femmes n'ont aucun droit, qui va essayer de s'en sortir comme elle peut, qui tombe amoureuse à un moment donné, donc qui se fait entre deux tatouer la marque d'infamie, qui tombe amoureuse d'un mec donc, qui est Athos, qui fait un peu de prince charmant, et qui s'aperçoit au bout de quelques mois de mariage, donc ils sont déjà couchés ensemble, qu'en fait elle a un tatouage de la famille qui va la pendre, il y a quand même un truc qui va pas, quoi. Et j'ai eu cette lecture-là, et j'ai eu envie de raconter donc l'histoire des Stillman et de Winona, c'est aussi l'histoire des Trois Mousquetaires, de mon point de vue. Donc voilà, c'est tout ce mélange-là. À un moment donné, après, il faut complètement se détacher de tout ce qu'on a, de toutes les recherches qu'on a faites, et écrire l'histoire. Et ce qui était très très drôle avec celle qui venait des plaines, c'est que, parce que oui, j'ai quand même oublié Deadwood, la série Deadwood s'inspire d'un roman qui s'appelle Deadwood, je crois qu'il s'appelle Deadwood aussi, qui s'inspire de la ville de Deadwood. Il faut savoir que l'histoire de la ville de Deadwood n'a rien à voir avec le roman, qui n'a rien à voir avec la série. Et en fait, ce qui est super drôle avec la légende de l'Ouest, c'est qu'on peut écrire n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. L'histoire de Calamity Jane, même les lettres de Calamity Jane à sa fille, c'est une fiction. Quand on regarde Deadwood, la série Deadwood, l'un des personnages qui est le plus, pour moi le plus marquant, c'est Sweetjun, qui finalement est un anti-héros mais héroïque. Quand on regarde en gros dans le bouquin, c'est un pauvre type, et en regardant Ville, c'était juste un mafieux. Bon, voilà, il y a tout bouge tout le temps, et pour moi, ça a été vraiment ce qui était le plus intéressant, c'était vraiment de travailler sur la réalité, la légende, mais pareil, Buffalo Bill, c'est n'importe quoi. C'était aussi, c'était à la fois quelqu'un qui a essayé de faire ce qu'il pouvait pour défendre les Amérindiens, mais c'était quand même un tueur de bisons. Et en même temps, c'était aussi il a un côté tout clown triste. Et puis, ouais, il y a plein de choses qui se mettent en place. C'était vraiment puiser des choses et puis de les interpréter à ma sauce. Voilà. Ok, c'est tranquille alors ? Ouais, aller prendre un café. N'hésitez pas à passer voir Charlotte sur son stand, à venir discuter. Je pense que ça pose pas de soucis. Il y a d'autres romans sur le stand, j'ai pas tout pris, j'avais pas assez de bras. Ils y sont pas tous, mais. Oui, de toute façon, ils sont. Imaginaire, en gros, il est un peu historique. Voilà, il y a de l'imaginaire, de l'historique, et il y a vraiment de quoi faire. N'hésitez pas à aller voir Charlotte. Merci, Axel.